Et bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et que votre préparation pour le championnat de France qui arrive dans moins de 3 semaines maintenant se passe pour le mieux. Il va y avoir beaucoup de decks qui vont être présents lors de ce championnat de France, mais ce qui est sûr à 100%, c'est que vous allez forcément croiser des Snake Eye, puisque c'est l'un des tout meilleurs decks de cette méta. Et bien que le deck soit présent depuis un certain temps maintenant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont encore du mal avec certains rulings, certaines interactions, et donc du coup je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous expliquer quelques-uns des rulings qui peuvent littéralement changer une game pour vous ou votre adversaire. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je tiens également à vous rappeler que je suis en live quasiment tous les jours à 14 h sur Twitch jusqu'au CDF afin de vous aider à vous préparer, pouvoir répondre à vos questions, et puis si jamais vous souhaitez faire un duel contre moi, eh bien ça sera l'occasion. Je tiens également à vous rappeler qu'il y a un Discord qui regroupe une communauté extrêmement soudée et qui regroupe également tout simplement pas mal de monde. Donc si vous souhaitez échanger, poser vos questions, eh bien n'hésitez pas à passer sur ce Discord. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au cœur du sujet et parler des rulings essentiels que vous devez connaître sur Snake Eye Pure. Bon, cette intro étant terminée, on va pouvoir passer directement au cœur du sujet. Donc du coup, comme je vous l'ai expliqué en intro, on va parler ici de ruling concernant Snake Eye, et ça va être intéressant à la fois si vous jouez Snake Eye, mais également si vous jouez contre, pour savoir ce que le deck peut faire et comment est-ce qu'il peut interagir avec vous. Vous allez le voir, il y a certaines situations qui peuvent sembler similaires, mais pourtant il va y avoir des différences fondamentales dans ces situations-là, et justement je vais vous aider à comprendre tout ça. Le premier ruling dont je vais vous parler, il va concerner Shifter, puisque c'est une carte qui est énormément joué dans les decks actuels. On peut citer Flunderies, on peut citer Tenpai Dragon qui récemment a gagné le Greek Open, mais il y a également d'autres decks comme Kashtira ou bien encore Purely pour certaines versions. Shifter, c'est une carte extrêmement sympathique qui est dans la même veine que tout ce qui est Macrocosmos par exemple et carte du Maccabi, et qui va nous dire que jusqu'à la fin du prochain tour, eh bien, toutes les cartes qui sont envoyées au cimetière vont être bannies à la place. Le problème pour le joueur Snake Eye, c'est qu'il y a pas mal de cartes en fait qui lui demandent d'envoyer d'autres cartes au cimetière, et donc du coup, il y a souvent ce problème pour les joueurs Snake Eye ou leurs adversaires de savoir ce qui peut être activé ou non. Du coup, on va tout simplement regarder toutes les cartes qui peuvent poser problème dans Snake Eye afin de savoir individuellement lesquelles vont pouvoir s'activer et lesquelles ne vont pas pouvoir s'activer sous Shifter. Donc sous les yeux, vous avez 5 cartes, vous avez Frêne et Chaîne qui permettent en fait tout simplement de s'envoyer au cimetière ainsi qu'une autre carte face recto que l'on contrôle afin d'invoquer spécialement un monstre Snake Eye depuis le deck. On va voir la Diable Star qui va pouvoir s'invoquer, en fait c'est une condition d'invocation, elle va pouvoir s'invoquer en envoyant une autre carte depuis notre terrain ou notre main au cimetière. On a Butin du Péché Originel qui va nous permettre en fait en envoyant une carte face recto que l'on contrôle au cimetière d'invoquer spécialement un monstre feu level 1 depuis notre deck ou notre main. Et puis enfin on a One for One qui est une staple qui est relativement souvent jouée dans le deck, qui nous permet d'envoyer un monstre depuis notre main au cimetière afin d'invoquer spécialement un monstre level 1 depuis notre deck. Du coup quand on est sous Shifter et qu'on est joueur Snake Eye, on peut légitimement se poser la question de savoir ce qu'on peut activer et ce qu'on ne va pas pouvoir activer, parce que parfois on n'est pas toujours au point sur ces rulings, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment savoir à tous les coups si vous pouvez activer ou non quelque chose sous le Dimension Shifter. Et pour savoir comment faire, on va tout simplement s'intéresser à l'écriture des cartes, puisqu'il y a des indices qui vont nous permettre de savoir si on peut activer quelque chose ou pas. Et pour ça, on va prendre l'une des 5 cartes que je vous ai présentées à l'instant, on va prendre Frêne de l'œil du serpent. Frêne, il nous dit tout simplement que l'on peut envoyer 2 cartes face recto que l'on contrôle, cette carte incluse au cimetière, et en résolution, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre œil du serpent depuis notre main ou notre deck. Ce qui est super important ici et que vous devez absolument retenir, c'est le point virgule qui est situé dans cet effet. En fait, le point virgule, il va nous indiquer que ce qui est avant, c'est un coût que l'on doit payer afin de pouvoir activer son effet. En quelque sorte, en fait, avant même de pouvoir déclarer ça, vous devez payer le coût qui est indiqué avant ce point virgule, et ici, le coût qui est indiqué, c'est d'envoyer 2 cartes face recto que l'on contrôle, incluant le Frêne ou bien le Chêne si on déclare l'effet de Chêne. Or, il y a une règle qui est essentielle à connaître dans Yu-Gi-Oh! C'est que pour pouvoir activer un effet, on est obligé de pouvoir
payer le cost. C'est ainsi que, en fait, si on se retrouve sous shifter, eh bien on ne va pas pouvoir déclarer les effets qui nous demandent en coût d'envoyer des cartes au cimetière. Le problème, c'est qu'on est sous shifter et donc que toutes les cartes qui sont censées aller au cimetière vont être bannies à la place. Et donc du coup, eh bien on ne peut pas payer notre cost. C'est impossible pour nous puisque on ne peut pas envoyer des cartes depuis notre main ou notre terrain au cimetière étant donné qu'elles vont être bannies à la place. Étant donné qu'on ne peut pas payer le cost, eh bien on ne peut pas activer l'effet et donc l'effet par exemple du frêne ou du chêne ne pourront pas être activés. Pour le butin du péché originel et pour One for One, c'est littéralement la même chose. Si on lit la carte, eh bien on se rend compte qu'il y a un point virgule et donc du coup on doit envoyer les cartes au cimetière en cost. Étant donné qu'on ne peut pas payer le cost, c'est exactement la même chose que pour Frêne et Chêne, et on ne va pas pouvoir activer ces cartes-là sous shifter malheureusement. Si on regarde la Diable Star, c'est un petit peu différent puisque cette fois-ci on n'a pas de point virgule, on n'a pas deux points, on n'a pas de nomenclature en fait, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un effet mais il s'agit d'une condition d'invocation. Comme on peut le voir, ça nous demande d'envoyer une carte depuis notre main ou depuis notre terrain au cimetière afin de pouvoir l'invoquer spécialement sur le terrain, et malheureusement, quand on a une condition d'invocation comme ça, eh bien on doit pouvoir totalement la remplir. Ici on est sous shifter donc on ne peut pas envoyer une carte depuis notre main au terrain au cimetière puisque ça serait banni à la place et donc du coup on ne va pas pouvoir invoquer spécialement la Diable Star sous shifter. Et si on fait un petit état des lieux des 5 cartes que je vous avais présentées au départ, et ben on se rend compte qu'il n'y en a littéralement aucune qui peut se résoudre correctement sous shifter étant donné que aucune ne peut s'activer ou bien pour la Diable Star s'invoquer sous Dimension Shifter. Il y a une carte que l'on retrouve assez souvent dans les decks qui jouent shifter, c'est Fissure Dimensionnelle qui est une magie continue qui nous dit que tous les monstres qui devraient être envoyés au cimetière sont bannis à la place. Alors ici on a une différence fondamentale avec shifter bien évidemment, c'est que ça ne concerne que les monstres alors que les cartes magie et les cartes pièges vont bel et bien être envoyées au cimetière. Et vous allez voir, ça change absolument tout pour Snake Eye, puisqu'il y a certaines cartes qui vont pouvoir s'activer, alors qu'elles ne pourraient pas s'activer, bien évidemment, sous Shifter. Et la deuxième situation dont je vais vous parler à présent, eh bien, c'est une situation où vous avez Fissure Dimensionnelle qui est sur le terrain, donc tous les monstres qui sont censés être envoyés au cimetière vont être bannis à la place. Sur le terrain, de votre côté, vous avez un peuplier qui a été placé en zone magie piège en tant que magie continue par son propre effet, et en main, vous avez une Diable Star que vous souhaitez invoquer en envoyant une carte que vous contrôlez ou bien une carte depuis votre main au cimetière. La question essentielle qu'on va se poser ici, c'est de connaître le statut du peuplier. Étant donné qu'il est considéré comme étant une magie continue sur le terrain, mais qu'au cimetière il sera considéré comme étant un monstre, va-t-il être banni par la fissure dimensionnelle, ou bien peut-il être utilisé par la Diable Star afin de s'invoquer spécialement, et donc du coup, est-ce qu'il arrivera au cimetière? Pour ce ruling, il n'y a pas de secret, il faut tout simplement le savoir. En fait, pour que fissure dimensionnelle envoie un monstre qui est censé être envoyé au cimetière dans la zone bannie, il faut que le monstre soit considéré comme un monstre sur le terrain et dans le cimetière. En l'occurrence ici, le Poplard qui est en zone MP, eh bien il est considéré comme étant une magie continue, et au cimetière il sera considéré comme un monstre. Les deux conditions ne sont donc pas remplies, et le monstre va donc bien être envoyé au cimetière. Et dans la situation présente, on va donc pouvoir l'utiliser avec la Diable Star, l'envoyer au cimetière et invoquer spécialement la Diable Star. Allez, assez de parler de shifter et de fissures dimensionnelles, ces cartes nous embêtent déjà suffisamment. On va cette fois-ci parler du deck qui les utilise le mieux, et c'est Flunderies. Dans cette situation, on va se retrouver avec un petit piaf en face, par exemple Robina qui a pris Imperm et donc du coup notre adversaire a pas turn là-dessus. Et nous de notre côté, eh ben, on a un joueur Snake Eye qui tente de réaliser l'OTK, qui a bien appris ses leçons et qui a tout ce dont il a besoin, c'est-à-dire un monstre feu, donc le Flamberge actuellement sur le terrain, il a son Zéalantis et au cimetière, il va avoir sa princesse et son Raging Phoenix. Donc là, notre joueur Snake Eye, eh ben, il va tout simplement déclarer l'effet de Zéalantis afin de bannir tous les monstres sur le terrain et les réinvoquer sur le terrain de leur propriétaire, face up ou face down. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va déclarer l'effet et il va donc pouvoir bannir ces deux monstres et la Robina va être bannie. Puis ensuite, il va réinvoquer les deux monstres, donc il va réinvoquer son Zéalantis et son Flamberge. Mais la Robina, elle va jamais revenir sur le terrain de l'adversaire. Et le problème, c'est que du coup, il peut pas réaliser l'OTK, parce qu'il a son Flamberge sur le terrain à 3000, il a son Zéalantis à 2005, mais il va pas pouvoir déclarer l'effet de princesse, puisque aucun monstre n'a été invoqué sur le terrain spécialement de son adversaire, et donc du coup, il se retrouve un petit peu sans rien.
La question, ça va être de savoir pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. En fait, c'est très simple. Sur tous les petits piafs, il y a une ligne qui est très importante et qui nous indique que si cette carte face recto va quitter le terrain, bannissez-la à la place. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est réellement important, c'est qu'en fait, quand le Zéalantis va tenter de bannir tous les monstres sur le terrain, les monstres de votre côté du terrain, ils vont être bannis, mais les monstres Flunderies qui ont cette ligne-là, eh bien, ils vont, au lieu de quitter le terrain par l'effet du Zéalantis, quitter le terrain par leur propre effet et se bannir, mais de leur propre chef. Et donc du coup, quand on va vouloir faire revenir tous les monstres, eh bien eux, ils n'ont pas été bannis par Zéalantis et vont donc rester dans la zone bannie, comme ils ont été bannis par leur propre effet. Et ce genre de détails, c'est des petits détails, mais qui peuvent tout simplement vous faire perdre une game. Je ne compte plus le nombre de personnes que j'ai vu justement tenter un OTK contre des joueurs Flunderies. Ils sont confiants, ils sont sûrs à 100% qu'ils vont réussir, et malheureusement, ils perdent la game là-dessus, parce que quand on est dans ce setup-là avec Zéalantis, eh bien on a très peu d'interruptions derrière, et du coup on peut rapidement se faire remonter le terrain. On va continuer à parler de Zéalantis dans la situation suivante. Alors cette fois-ci, notre adversaire a simplement un Fren qui encore une fois s'est pris une imperm, le pauvre. De notre côté, on a un Zéalantis, une hache, mais cette hache elle a été invoquée spécialement par Ita, donc c'est la hache de notre adversaire. Et puis au cimetière, on a tout simplement notre setup classique. En gros, on a la princesse et le Raging Phoenix. Ici, on va déclarer l'effet du Zéalantis et on va voir comment ça va se résoudre. Le Zéalantis, du coup, va bannir tous les monstres. Donc on va bannir la hache, le Fren et le Zéalantis. Et ensuite, on va réinvoquer sur le terrain tous les monstres. Donc on va réinvoquer notre Zéalantis, le Fren sur le terrain de l'adversaire, et malheureusement, on va se rendre compte que la hache, eh bien, elle ne va pas retourner sur notre terrain, mais elle va retourner sur le terrain de son propriétaire, et son propriétaire, c'est le joueur adverse. Et là, on se retrouve dans une situation qui est assez compliquée, parce que de notre côté du terrain, on a bien Zéalantis, mais on n'a plus de monstre feu pour faire proc la princesse, et donc du coup, eh bien, on s'est fait avoir tout seul. Donc s'il y a quelque chose d'important à retenir de cette situation, c'est que lorsque vous réinvoquez un monstre de l'adversaire grâce à Ita pour atteindre l'OTK, il faut toujours se rappeler du fait que ce monstre va retourner sur le terrain de l'adversaire si jamais on décide de bannir tous les monstres du terrain grâce à Zéalantis. Alors cette interaction-là, elle est à double tranchant, puisque effectivement, si ça peut vous faire perdre des games, tout simplement en faisant pas attention comme la situation que je viens de vous présenter maintenant, il y a également des games que ça peut vous faire gagner. Si jamais vous ne pouvez pas OTK votre adversaire parce qu'il n'a pas de monstre sur son terrain, vous pouvez utiliser cette Ita, réinvoquer un monstre de votre adversaire sur votre terrain, le conserver jusqu'au moment où vous allez tenter de l'OTK, et lorsque vous allez utiliser Zéalantis, si vous avez bien toujours ce monstre sur le terrain, vous allez le réinvoquer sur le terrain de l'adversaire, et ça va lui donner ce monstre dont vous avez besoin pour réaliser cet OTK. Et puis enfin, la dernière situation dont on va parler, c'est la situation de Zéalantis sous les locks. Alors pour cet exemple, on est contre un joueur Branded qui nous a invoqué sur notre terrain Gimmick Puppet Nightmare, une Gimmick Puppet Nightmare qui a pris un petit peu le soleil effectivement, car je ne possède pas cette carte dans mon catalogue. Alors cette Gimmick Puppet qui a été invoquée sur notre terrain par le joueur Branded en face grâce à Albion le dragon sanctifeux, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien va nous lock en monstre puppet jusqu'à la fin du tour. Du coup ici, le setup est déjà prêt pour le joueur Snake Eye, il a son Zéalantis, son Fren et les deux cartes dont on parle depuis le début afin d'OTK dans son cimetière. Du coup, il a bien regardé la vidéo tuto, il essaye de faire son OTK, il déclare donc l'effet de Zéalantis pour bannir tous les monstres et les réinvoquer sur le terrain de leur propriétaire. Du coup, il va bannir le Zéalantis et le Fren, ainsi que Albion, le Masquerade et la Gimmick Puppet. Et quand on va faire revenir les monstres sur le terrain de leur propriétaire, eh bien étant donné qu'on est lock en monstre Puppet, on ne va pouvoir faire revenir que le monstre Gimmick Puppet sur le terrain de son propriétaire, c'est-à-dire le joueur Branded. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a eu la possibilité de se débarrasser de l'intégralité du terrain et qu'on ne va pas faire revenir les monstres, principalement donc sur le terrain de l'adversaire, ce qui est le plus intéressant, bien évidemment. Et l'autre chose importante, c'est qu'on a invoqué spécialement la Gimmick Puppet sur le terrain de notre adversaire, et donc du coup, la lock va également s'appliquer à lui pour le reste du tour. Mais après, encore une fois, faites très attention quand vous êtes sous une lock, puisque vous savez comment est-ce que ça se résout maintenant. Vous savez que vous ne pouvez pas bypass la lock afin de réinvoquer les monstres dans tous les cas sur le terrain de leur propriétaire. Vous êtes quand même affecté par la lock. On peut notamment citer les Marincess qui font ce genre de lock là, qui se lock en haut et qui ensuite bannissent l'intégralité du terrain, mais étant donné qu'ils sont lock en haut, ils ne peuvent pas réinvoquer les monstres sur le terrain de leur adversaire si ce ne sont pas des monstres hauts. Et voilà, c'est tout pour les petits rulings qui sont importants à connaître concernant Snake Eye. Donc vous avez vu des rulings principalement concernant les decks Shifter, donc Shifter, fissure dimensionnelle, et puis également les rulings avec Zéalantis. Ce serait vraiment
dommage de rater des OTK à cause de situations qui sont mal maîtrisées. Je tiens bien évidemment à remercier l'intégralité des judges qui sont présents sur le Discord, c'est vraiment une équipe qui est super et qui m'a permis de réaliser cette vidéo sans accroc afin que vous puissiez utiliser ces rulings à votre avantage. Et je vous rappelle encore une fois que vous pouvez me retrouver quasiment tous les jours à 14 h sur Twitch, sur Barcode TCG, si jamais vous souhaitez faire des duels contre moi, me voir un petit peu à l'œuvre en train de jouer en remote duel, ou bien simplement échanger, me poser des questions, n'hésitez pas, plus on est de fous, mieux c'est. J'espère dans tous les cas que vous avez kiffé la vidéo, que ça vous permettra de vous améliorer pour le championnat de France qui est très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant prenez soin de vous, ciao l'équipe.